Imagine une carte qui ne te dit pas où aller, mais qui te montre comment tu évolues. Une spirale infinie et pourtant claire qui raconte nos chemins, nos blocages et nos révélations. Eh bien, aujourd'hui, je te propose de l'explorer ensemble. Avant de plonger dans cet univers fascinant, prends un instant. Respire profondément. Concentre-toi sur le chemin qui t'a mené jusqu'ici, sur tout ce qui, dans ta vie, t'a poussé à te poser des questions. Ce besoin, parfois insistant, de comprendre qui tu es, pourquoi tu es ici, ou comment naviguer dans un monde souvent complexe et paradoxal. Tu n'es pas seul. Et la spirale dynamique, le modèle dont nous allons parler aujourd'hui, est une tentative lumineuse d'apporter des réponses à ces questions. C'est un modèle, comme je te l'ai dit, fascinant mais aussi exigeant. Il ne te dira pas quoi faire ni ne te promettra des solutions miracles. Ce n'est pas un GPS qui te dirige pas à pas, c'est plutôt une boussole, une carte, un miroir qui reflète la manière dont nous évoluons individuellement et collectivement à travers différents niveaux de conscience. Mais avant de te l'expliquer, laisse-moi te raconter pourquoi ce modèle me touche autant. Mon chemin a été pavé de transitions parfois douloureuses, d'allers-retours entre le besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand et cette quête d'authenticité presque radicale. Je me suis perdue dans des croyances rigides, dans la quête de succès, dans la tentative de tout contrôler ou au contraire de tout lâcher. Et puis un jour, j'ai rencontré cette spirale. Elle ne m'a pas changée, mais elle m'a permis de comprendre pourquoi je me sentais coincée à certains moments et d'apercevoir les étapes d'après comme une lumière douce qui éclaire un sentier sinueux. La spirale dynamique a été développée par un psychologue américain, Claire Graves, dans les années 60. Graves était obsédé par une question. Qu'est-ce qu'un être humain mature ? Il a passé sa vie à chercher une réponse à cette question. Et ce qu'il a trouvé dépasse de loin une simple définition. Il a découvert que nous évoluons à travers des stades, des niveaux de conscience qui s'articulent autour de nos valeurs fondamentales, nos croyances et la manière dont nous interagissons avec le monde. Ces niveaux ne sont pas des cases rigides, mais des façons de percevoir, des filtres, des paires de lunettes, entre guillemets, que nous portons à différents moments de notre vie. Alors, pourquoi parler de spirale ? Eh bien parce que chaque niveau transcende et inclut le précédent. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il ne rejette pas l'idée de ramper. Il intègre cette étape dans quelque chose de plus grand. Eh bien, c'est exactement ce que décrit ce modèle. Une évolution organique où chaque étape de notre vie, chaque moment de transition, chaque crise construit les bases de ce que nous devenons. Tu te demandes peut-être, ok, mais pourquoi je devrais m'intéresser à ce truc-là ? Eh bien parce que cette spirale, c'est une clé pour comprendre ce que tu vis, mais aussi ce que vivent les autres. Pourquoi tu ressens parfois une déconnexion avec des personnes autour de toi ? Pourquoi certaines organisations ou cultures semblent coincées dans des schémas dépassés ? Pourquoi toi-même, parfois, tu te sens bloqué ou, au contraire, porté par une force nouvelle ? Et je ne vais pas te mentir, comprendre ce modèle demande un petit peu d'effort, mais il est aussi incroyablement libérateur. Il te permet de reconnaître que rien n'est mal ou bien dans nos parcours, que chaque étape a sa fonction, ses forces et ses limites. Il te montre aussi que même si tu te sens parfois perdu ou frustré, c'est souvent le signe que tu es prêt ou prête à évoluer. Dans cet épisode, je vais te guider à travers les niveaux de cette spirale un par un. Nous parlerons des couleurs qui les représentent, des caractéristiques de chaque étape, mais aussi des murs que nous rencontrons entre ces niveaux. Ces murs, ces moments où tout semble s'effondrer, sont souvent des portails vers quelque chose donc de plus grand. Mais avant de commencer ce voyage, je veux t'inviter à une réflexion. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui ? Sens-tu que tu es en mouvement, en transition ou peut-être figé dans une étape qui ne te satisfait plus ? Quelles sont les questions qui te poussent à écouter cet épisode ? Parce que ces questions, elles seront ton fil conducteur pour découvrir comment ce modèle peut résonner avec ton propre chemin. Alors, installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un carnet si tu veux noter des choses. Nous allons commencer un voyage. Pas un voyage où je te dirai quoi penser ou quoi faire, mais un voyage pour explorer les couleurs de ta conscience, les spirales de ton évolution et la manière dont tout cela s'entrelace pour créer une version de toi plus alignée et plus libre. Tu es prêt ? Alors c'est parti.
Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Avant de plonger pleinement dans les différents niveaux de cette spirale, je te propose qu'on fasse un léger détour par son origine et le contexte de sa création. La spirale dynamique, avant d'être une modélisation fascinante de l'évolution humaine, est avant tout le fruit d'une recherche rigoureuse, d'une exploration profonde des valeurs, des motivations et des structures qui sous-tendent nos comportements. Pour bien comprendre ce modèle, il faut revenir à son origine et aux différents penseurs qui l'ont bâti. Tout commence avec un psychologue américain du XXe siècle, Clare Graves. Graves était professeur à l'université Union College dans l'État de New York et il se posait donc, tu l'as compris, une question essentielle qui a guidé toute sa vie. Qu'est-ce qu'un être humain mature ? Cette interrogation simple en apparence allait le mener à des décennies de recherches, d'interviews et d'analyses. Graves demandait à ses étudiants de décrire leur vision d'un individu épanoui et mature. Et ce qui l'intriguait, ce n'était pas seulement les réponses en elles-mêmes, mais les différences frappantes entre celles-ci. En compilant et en classifiant des centaines de réponses, Graves a observé que certaines valeurs, certains systèmes de pensée revenaient de manière récurrente. Et surtout, ces réponses pouvaient être organisées selon une logique d'évolution. Ce qu'il découvrait, c'était que les êtres humains semblent progresser à travers une série de stades ou de niveaux, chacun reflétant une manière de penser, un système de valeurs dominant. Ces niveaux ne sont pas arbitraires, ils correspondent à des besoins, des aspirations et des réponses à des problèmes rencontrés dans la vie. Plus fascinant encore, ces stades ne concernent pas seulement les individus, mais également les groupes, les sociétés et même les civilisations. Chaque stade représente une manière de voir le monde, un ensemble de croyances qui structurent nos actions, individuelles ou collectives. Pour illustrer cela, imaginez un nourrisson. Son premier besoin est purement physiologique, survivre, manger, dormir. Ce stade, que Graves a appelé beige, est le point de départ de la spirale. Mais à mesure que l'enfant grandit, il commence à découvrir un monde peuplé d'autres personnes, ses parents, sa famille, et ses besoins évoluent pour inclure le sentiment d'appartenance. Ce nouveau stade, le violet, reflète une conscience collective liée à la tribu, aux rituels et aux croyances magiques. Mais revenons à Graves. En poursuivant ses recherches, il a identifié 8 niveaux principaux, du moins à son époque, chacun correspondant à une manière de répondre aux défis de la vie. Et ce qui rendait son modèle unique, c'était l'idée que ces niveaux évoluent en fonction de la complexité des problèmes rencontrés. Lorsqu'un système de valeurs atteint ses limites, un nouveau stade émerge pour y répondre, transcendant le précédent tout en l'intégrant. Cette notion d'évolution, transcender et inclure, est centrale dans la spirale dynamique. Elle permet de comprendre pourquoi les stades précédents ne sont pas éliminés, mais plutôt intégrés dans un cadre plus large. Par exemple, l'individu qui opère au niveau rouge, où la domination et la force personnelle priment, doit encore faire face à ses instincts primitifs de survie beige et à ses liens tribaux violets. Mais dans ce système rouge, il explore pour la première fois des notions d'individualité et de pouvoir. Après avoir développé son modèle, Graves a vu ses idées reprises et enrichies par ses disciples, notamment Don Beck et Christopher Cowan. Ce sont eux qui ont donné au modèle son nom actuel, la spirale dynamique. Beck et Cowan ont rédigé un ouvrage de référence, à la fois synthèse des travaux de Graves et manuel pratique pour appliquer ce modèle dans des contextes variés, en entreprise, éducation, politique et même dans le développement personnel. Pour finir, c'est aussi grâce à un philosophe contemporain, Ken Wilber, que la spirale dynamique a pris une place centrale dans le discours sur l'évolution de la conscience.
Wilber, créateur de la théorie intégrale, a utilisé la spirale comme une des bases pour expliquer comment différentes perspectives, spirituelles, scientifiques, artistiques et sociales, peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. Wilber appelle cela une approche quadrivue, où chaque point de vue est pris en compte dans un tout intégré. Ainsi, la spirale dynamique n'est pas un outil théorique, ou en tout cas pas seulement. Elle devient un langage universel, un moyen de décoder les comportements humains et sociétaux. Comprendre ses origines, c'est comprendre quel est le résultat d'une observation patiente, d'une volonté de connecter les points entre les passés, le présent et l'avenir, et surtout d'une curiosité insatiable pour les mystères de l'être humain. Il est temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet. La spirale dynamique, tu l'auras compris, se compose de différents niveaux de conscience, chacun représentant une étape particulière dans l'évolution des valeurs humaines et des structures sociales. Chaque niveau se caractérise par une couleur et des traits distincts, reflétant des priorités et des défis spécifiques. Dans cette nouvelle partie, nous allons donc explorer chaque niveau en détail en prenant soin de les relier à des exemples concrets et des contextes historiques ou sociaux que je trouve pertinents. Premier niveau, j'espère que tu l'as retenu, c'est le niveau beige, celui de la survie pure. Le niveau beige représente la toute première étape de la spirale dynamique. Il est centré sur la survie physique immédiate. Les instincts primaires dominent et la conscience est strictement orientée vers l'instant présent. C'est un état où les besoins fondamentaux, donc se nourrir, boire, dormir, rester au chaud, surpassent tout autre aspect de la vie. La vie est perçue comme une lutte constante pour échapper à la faim, au froid et au danger immédiat. Historiquement, ce niveau correspond au début de l'humanité, lorsque les premiers Homo sapiens évoluaient dans des environnements hostiles, dépourvus de structures sociales complexes. Dans ces conditions, les outils rudimentaires et les comportements instinctifs étaient essentiels à leur survie. Aucun sens de communauté ou d'identité collective n'existait encore. Il s'agissait de satisfaire les besoins primaires pour survivre un jour de plus. Aujourd'hui, le niveau beige est observable chez certaines personnes sans abri, confrontées à des conditions de vie extrêmes ou encore dans des zones de conflit où la survie quotidienne devient la seule priorité. Par exemple, lors d'une catastrophe naturelle comme un séisme ou une inondation majeure, les populations affectées peuvent revenir à un état beige où chaque décision est motivée par le besoin immédiat de sécurité et de subsistance. La grande limite du niveau beige est son incapacité à aller au-delà de la survie individuelle. Cependant, lorsque les conditions de vie deviennent légèrement plus stables, par exemple grâce à une aide extérieure ou à une amélioration environnementale, une ouverture vers des relations collectives commence à émerger. Cette transition marque le passage vers le niveau violet, où les liens tribaux commencent à se former. Le niveau 2, donc le niveau violet, représente un grand bond en avant dans l'évolution de la conscience. Ici, la survie ne repose plus uniquement sur l'individu, mais sur le groupe. Les premiers liens tribaux se forment, apportant une sécurité accrue et une capacité à répondre collectivement aux besoins fondamentaux. Ce niveau est imprégné de croyances magiques et spirituelles, souvent liées à la nature et aux ancêtres. Dans ce cadre, les rituels jouent un rôle central. Ils permettent de maintenir la cohésion sociale et de répondre à l'inconnu. Par exemple, une tribu pourrait attribuer la pluie à l'intervention d'un esprit bienveillant ou réaliser un rituel pour chasser les mauvais esprits responsables de la maladie. Ces croyances ne sont pas remises en question car elles offrent un sentiment de contrôle sur un monde imprévisible. Les tribus préhistoriques, par exemple, qui utilisaient des peintures rupestres pour invoquer des succès de chasse ou les traditions orales des peuples autochtones sont des manifestations du niveau violet. Ces sociétés vivaient dans une interdépendance forte où chaque membre jouait un rôle spécifique pour assurer la survie du groupe. Aujourd'hui, certains villages isolés ou communautés spirituelles contemporaines qui s'appuient sur des rites et des traditions pour maintenir leur unité incarnent encore le niveau violet. On peut également voir des traces de ce niveau dans les superstitions urbaines ou les pratiques communautaires basées sur la foi collective. Cependant, le niveau violet est lui aussi limité, cette fois par son manque de flexibilité face au changement. Lorsqu'un individu ou un groupe commence à se démarquer en termes de force ou d'ingéniosité, une transition vers le niveau rouge peut se produire, marquant l'émergence d'une conscience plus individuelle à nouveau. Le niveau rouge, c'est donc le troisième niveau de notre spirale dynamique
et c'est une étape marquante où l'individu s'extrait de la dynamique tribale pour se recentrer sur lui-même. L'accent, cette fois, est mis sur l'expression brute des désirs personnels, la domination et la quête de pouvoir. La conscience rouge est égocentrique, centrée sur l'affirmation de soi à travers des actes de bravoure, de force et d'autorité. Dans ce niveau, les règles et les conventions sociales sont perçues comme des obstacles à surmonter. L'objectif, c'est de maximiser son propre avantage, souvent sans se soucier des conséquences pour les autres. Les individus rouges sont prêts à utiliser la force ou la manipulation pour atteindre leurs objectifs. Historiquement, ce niveau est bien illustré par les chefs de guerre et les rois conquérants des sociétés antiques. Alexandre le Grand, par exemple, incarne la dynamique rouge avec sa quête incessante de territoire et son désir de laisser un héritage personnel durable. Les mythes anciens regorgent également de héros solitaires qui accomplissent des exploits extraordinaires pour prouver leur valeur. Aujourd'hui, par exemple, les organisations criminelles telles que les cartels de drogue ou les gangs opèrent souvent sur des principes du niveau rouge. Le leadership dans ces structures repose sur la capacité à inspirer la peur et à imposer sa volonté. De même, dans la vie quotidienne, certains comportements d'adolescents en rébellion contre l'autorité ou d'entrepreneurs prêts à tout pour réussir peuvent refléter cette dynamique. Les caractéristiques clés de ce niveau rouge sont l'individu qui prime sur le collectif, les actions qui sont motivées par le désir immédiat de satisfaction et de reconnaissance, et peu ou pas de considération pour les règles établies. Cependant, le niveau rouge est lui aussi limité, souvent par son caractère instable et conflictuel. Les rivalités internes et les luttes de pouvoir finissent par affaiblir les structures dominées par rouge. Lorsqu'un besoin de stabilité et de coopération émerge, une transition vers le niveau bleu devient possible. Cette transition se produit souvent lorsqu'un individu ou un groupe prend conscience que la violence et le chaos ne permettent pas de construire des bases solides pour l'avenir. Par exemple, un chef de gang qui souhaite assurer la pérennité de son pouvoir pourrait commencer à établir des règles pour éviter les conflits internes, amorçant ainsi un passage vers bleu. En résumé, le niveau rouge, bien que parfois destructeur, joue un rôle crucial dans l'affirmation de l'individualité et la libération des contraintes tribales. Cependant, il nécessite une évolution vers des systèmes plus organisés pour atteindre une véritable stabilité et une coopération durable. Le quatrième niveau, c'est le niveau bleu, qui introduit l'idée d'un système organisé pour encadrer les comportements. La société devient hiérarchisée et les individus acceptent de sacrifier leurs désirs personnels au profit d'un bien collectif perçu comme supérieur. Les lois, les traditions et les croyances religieuses fournissent un cadre structurant qui assure la stabilité. Dans ce niveau, la quête de sens est centrale. Les grandes religions, les monarchies absolues et les bureaucraties rigides sont des exemples typiques de système bleu. Ce niveau valorise l'obéissance, la discipline et le respect des règles établies. Historiquement, les sociétés médiévales, par exemple, avec leur structure féodale et leur foi inébranlable dans les dogmes religieux, sont des exemples parfaits de système bleu. Les croisades, par exemple, illustraient cette dynamique où des individus étaient prêts à sacrifier leur vie pour une cause perçue comme sacrée. Aujourd'hui, l'administration publique, les systèmes éducatifs traditionnels et les armées reflètent encore les valeurs du niveau bleu. Les traditions religieuses qui insistent sur une obéissance stricte aux textes sacrés illustrent également cette dynamique. Les caractéristiques clés de ce niveau bleu sont l'accent sur la hiérarchie et les structures organisationnelles, le sacrifice de soi pour un bien collectif perçu comme supérieur et une rigidité dans les règles et les croyances. Mais le niveau bleu est souvent limité par son dogmatisme justement et sa résistance au changement. Lorsque les individus commencent à remettre en question les règles imposées et à explorer leur potentiel individuel, ils évoluent vers le niveau orange. Le moment de bascule survient lorsqu'une prise de conscience des limites du dogmatisme peut surgir, par exemple lorsque les règles strictes empêchent une innovation ou une avancée nécessaire. Des figures qui s'opposent au statu quo, telles que Martin Luther lors de la réforme protestante, marquent souvent le début de la transition vers orange. En résumé, le niveau bleu offre un cadre de stabilité et de sens, mais son caractère rigide peut entraver le progrès. La transition vers orange incarne l'émergence d'un esprit entrepreneurial et d'une quête de liberté individuelle. Le niveau 5, c'est donc le niveau orange, qui marque une rupture avec le dogmatisme rigide du niveau bleu et introduit une conscience axée sur la rationalité, l'individualisme et le progrès.
À ce stade, l'accent est mis plutôt sur la réussite personnelle, l'innovation et la conquête de nouveaux horizons. Les valeurs d'Orange célèbrent l'ambition, la compétition et l'utilisation stratégique des ressources pour atteindre ces objectifs. Les individus dans ce niveau croient fermement en leur capacité à façonner leur propre destin. Ils valorisent les faits, la logique et la science comme des outils essentiels pour comprendre et maîtriser leur environnement. Le succès matériel et social devient un indicateur clé de statut et de validation personnelle. Historiquement, l'époque des Lumières, avec son focus sur la science et la raison, est un exemple marquant du niveau Orange. Les figures emblématiques comme Isaac Newton ou Voltaire illustraient cette volonté de remettre en question les traditions établies pour explorer de nouvelles idées et perspectives. Et plus récemment, la révolution industrielle a également incarné les valeurs d'Orange, où l'innovation et la technologie ont redéfini les structures économiques et sociales. Aujourd'hui, pour avoir un exemple plus moderne, le monde des affaires et de l'entrepreneuriat contemporain est profondément enraciné dans le niveau Orange. Les entreprises technologiques comme Apple, Tesla ou Amazon symbolisent cette quête d'innovation et de domination des marchés. Les self-made men, les influenceurs et les figures du développement personnel incarnent également cet esprit en promouvant l'idée que chacun peut réussir grâce à la persévérance et au travail acharné. Les caractéristiques clés de ce niveau Orange sont l'ambition et la compétition. Orange valorise l'excellence individuelle et la réussite mesurable. Le focus sur les faits et la science. La rationalité prime sur les croyances ou les traditions. L'innovation et le progrès. L'objectif est de toujours aller de l'avant, que ce soit par l'invention, l'expérimentation ou la découverte. Et enfin, le matérialisme, à savoir que la richesse et les possessions sont perçues comme des signes de réussite. Bien que le niveau Orange soit un moteur puissant de développement et d'innovation, il présente également ses limites. La quête incessante de succès peut entraîner une surexploitation des ressources, des inégalités sociales et un épuisement individuel, le fameux burn-out. Les individus et les organisations à ce stade peuvent commencer à ressentir une certaine vacuité dans leur réalisation purement matérielle, ouvrant la voie à une remise en question plus profonde de leurs priorités. Cette transition se manifeste souvent par une prise de conscience des impacts négatifs du matérialisme et de la compétition. Par exemple, un cadre supérieur qui, malgré sa réussite professionnelle, ressent un profond manque de sens dans sa vie pourrait entamer un cheminement vers le niveau vert. En résumé, le niveau Orange incarne l'esprit d'exploration et de transformation, mais sa focalisation sur le succès individuel peut le rendre aveugle à des considérations plus larges comme le bien-être collectif ou la durabilité. La transition vers le niveau vert marque une évolution vers une conscience plus holistique où l'empathie et l'équilibre prennent une place centrale. Le niveau vert, donc le niveau 6 de la spirale dynamique, marque un tournant important où la conscience humaine commence à embrasser des valeurs d'inclusion, d'égalité et de coopération. Ce niveau se développe souvent en réponse aux excès et aux limites du niveau Orange, notamment la compétition acharnée et l'individualisme. Ici, les relations humaines, l'harmonie et l'équilibre prennent le pas sur la quête de richesse matérielle et de succès individuel. Au niveau vert, il ne s'agit plus seulement de faire plus, mais de faire mieux ensemble. La conscience collective et le respect des émotions et des besoins des autres deviennent centraux. Les personnes à ce niveau cherchent à déconstruire les hiérarchies rigides et les structures oppressives pour créer des communautés où chacun a une voix. Par exemple, l'émergence du niveau vert peut être associée à des mouvements tels que la contre-culture des années 60, les luttes pour les droits civiques et le féminisme. Ces mouvements ont remis en question les structures établies par le niveau Orange et ont cherché à établir des systèmes plus égalitaires et empathiques. De nos jours, le niveau vert se manifeste dans les pratiques de communication non violente, les cercles de parole et les initiatives de développement durable. Des concepts comme le commerce équitable, l'agriculture biologique ou les espaces de coworking incarnent également cet esprit de coopération et de respect mutuel. Les caractéristiques clés de ce niveau vert sont l'égalité et l'inclusion. Vert valorise une distribution équitable des ressources et des opportunités. Les individus et les groupes à ce niveau cherchent à éliminer les discriminations et les inégalités systémiques. Les relations humaines, le niveau vert accorde une grande importance aux émotions, aux besoins et à la compréhension des autres. Ça se traduit notamment par un intérêt croissant pour les dynamiques de groupe, les thérapies émotionnelles et le travail collaboratif. Une spiritualité renouvelée,
Contrairement au niveau bleu où la spiritualité est dogmatique et au niveau orange où elle est souvent rejetée, le niveau vert explore une spiritualité plus intuitive et connectée à la nature, comme dans le chamanisme ou la méditation, par exemple. Et enfin, le rejet des hiérarchies. Vert déconstruit les hiérarchies traditionnelles perçues comme oppressives et les organisations fonctionnant selon des modèles plats où chaque voix compte également sont des exemples de cette dynamique. Je te donne des exemples concrets. Dans le cadre de l'économie des entreprises, par exemple, les entreprises certifiées B Corp qui intègrent des objectifs sociaux et environnementaux dans leurs pratiques commerciales sont une manifestation du niveau vert. L'éthique et la transparence deviennent aussi importantes que le profit. Si tu veux un exemple dans les modes de vie, les éco-villages où les ressources sont partagées et les décisions prises de manière collective incarnent l'essence de ce niveau. Et enfin, dans la culture et l'éducation, des approches comme Montessori ou la pédagogie démocratique reflètent les valeurs de Vert en mettant l'accent sur la collaboration et le respect des rythmes individuels. Mais encore une fois, bien que Vert aspire à une harmonie universelle, ce niveau présente également ses limites. L'une des principales critiques du niveau vert est son excès de relativisme, où toutes les opinions et perspectives sont considérées comme égales, même si certaines peuvent être manifestement nuisibles ou inefficaces. Par exemple, dans un groupe cherchant à prendre une décision collective, l'incapacité à prioriser ou à trancher peut mener à une forme de paralysie. De plus, le rejet total des hiérarchies peut devenir un obstacle dans des situations nécessitant une organisation ou une prise de décision rapide. Vert peut également souffrir d'un manque de praticité où l'idéal de consensus prime sur l'efficacité. La transition de vert vers le niveau suivant, jaune, se produit souvent lorsqu'un individu ou un groupe prend conscience des limites du relativisme et du consensus absolu. Les conflits internes et l'incapacité à résoudre des problèmes complexes peuvent inciter à rechercher des solutions plus systémiques et intégratives, caractéristiques du niveau jaune. Un exemple typique pourrait être une organisation humanitaire qui, bien qu'ancrée dans les valeurs de Vert, se retrouve incapable de répondre efficacement à une crise en raison de processus décisionnels trop longs. La reconnaissance de ce problème peut amorcer une transition vers une approche plus structurée et globale. En résumé, le niveau vert est un appel à l'humanité, un rappel que nos relations et nos émotions sont au cœur de notre bien-être collectif. Il joue un rôle essentiel dans la réintégration des valeurs oubliées ou rejetées par les niveaux précédents. Cependant, pour continuer à évoluer, Vert doit transcender ses propres limites en intégrant des approches plus larges et systématiques, ouvrant ainsi la voie au niveau jaune. Le niveau jaune, qui est donc l'avant-dernier niveau de notre spirale, représente une transition majeure dans la spirale dynamique. Il marque l'entrée dans ce qu'on appelle les niveaux de conscience intégratifs, où la pensée se libère des limitations des niveaux précédents et intègre une vision plus globale et systémique. Ici, l'individu atteint une flexibilité psychologique et cognitive qui lui permet de naviguer entre différentes perspectives sans s'y attacher rigidement. Ce niveau valorise la connaissance, l'interconnexion et l'harmonie des systèmes. Jaune émerge souvent en réponse aux limitations de Vert, notamment son relativisme excessif et son incapacité à traiter des problèmes complexes de manière efficace. Contrairement au niveau précédent, Jaune n'est pas motivé par une quête de validation extérieure ou par des structures rigides. Il se concentre sur la compréhension du fonctionnement des systèmes et sur la manière dont les différents éléments interagissent. Les caractéristiques clés de ce niveau jaune sont la flexibilité cognitive et l'adaptabilité. Donc Jaune est capable de s'adapter aux circonstances sans se rigidifier dans des croyances ou des structures. Cette fluidité permet donc d'aborder les problèmes de manière innovante et créative. Une pensée systémique. Ce niveau voit le monde comme un ensemble d'interconnexions. Plutôt que d'isoler les problèmes, Jaune cherche à comprendre comment les éléments d'un système s'influencent mutuellement. L'intégration des perspectives, donc contrairement à Vert qui valorise toutes les perspectives de manière égale, Jaune reconnaît que certaines idées ou approches sont plus adaptées à des contextes spécifiques. Il transcende le relativisme en intégrant discernement et pragmatisme. Et enfin, dernière caractéristique, la recherche de solutions durables. Les individus à ce niveau se préoccupent de la durabilité et de l'impact à long terme de leurs actions, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les systèmes dans lesquels ils évoluent. Historiquement, le niveau jaune
est difficile à identifier en fait, parce qu'il représente une minorité dans la population mondiale, environ 1 à 2% selon les études de Don Beck. Cependant, on peut voir ses prémices dans des figures ou des mouvements qui ont cherché à intégrer diverses disciplines pour aborder des questions complexes. Léonard de Vinci, par exemple, avec son approche multidisciplinaire, incarne des éléments du niveau jaune. Il combinait l'art, la science, l'ingénierie et la philosophie pour explorer des concepts qui transcendaient les divisions traditionnelles de son époque. Un exemple plus moderne pourrait être les initiatives axées sur la gouvernance participative et les réseaux mondiaux d'innovation, comme les think tanks ou les forums économiques mondiaux, qui reflètent souvent des valeurs de jaune. Ces espaces cherchent à résoudre des problèmes globaux par des approches systémiques. Au niveau jaune, l'individu ne cherche plus à imposer ses idées ou à convaincre les autres. Il agit en tant qu'observateur participant, prêt à contribuer lorsqu'il peut, mais sans ressentir le besoin de dominer ou d'être approuvé. Cette posture découle d'une compréhension profonde de la complexité du monde et de l'humilité face à l'immensité de ce qu'il reste à apprendre. Jaune est également caractérisé par une autonomie émotionnelle. Contrairement à vert, où les émotions des autres peuvent influencer ou dominer les décisions, jaune est capable de rester centré tout en prenant en compte les émotions et les perspectives extérieures. Je te donne à nouveau quelques exemples concrets. Dans l'univers de l'entreprise et du leadership, par exemple, les entreprises agiles qui adoptent des modèles d'organisation décentralisés mais restent orientés vers des résultats mesurables illustrent des pratiques de niveau jaune. Ces entreprises valorisent l'innovation, la flexibilité et l'apprentissage continu. Dans le domaine de l'éducation, les pédagogies qui s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque élève tout en offrant des outils pour comprendre le monde dans sa complexité s'alignent sur les valeurs de jaune. Par exemple, des programmes d'apprentissage interdisciplinaires qui mêlent sciences, arts et compétences pratiques répondent à ces valeurs de jaune. Et enfin, dans les projets environnementaux, les initiatives visant à résoudre des crises environnementales complexes comme le changement climatique, par exemple, en intégrant des sciences naturelles, des sciences sociales et des approches économiques systémiques, reflètent elles aussi des dynamiques du niveau jaune. Et bien que jaune offre une vision riche et intégrée, eh bien lui non plus n'est pas exempt de défis. L'un des risques majeurs est de devenir trop analytique en s'attardant sur les modèles et les concepts au détriment de l'action. De plus, comme jaune perçoit souvent des solutions que d'autres ne voient pas, il peut se sentir isolé ou incompris, surtout dans les contextes dominés par des niveaux de conscience plus bas. Un autre défi réside dans la tentation de rester spectateur, observant les systèmes sans intervenir par peur de perturber les équilibres déjà existants. La transition vers le niveau suivant, donc turquoise, se produit lorsque jaune atteint les limites de l'intellectualisation et commence à intégrer une dimension spirituelle plus profonde. Cette bascule est souvent marquée par un désir de transcender les distinctions individuelles pour embrasser une unité globale. Par exemple, un leader d'opinion qui, après avoir passé des années à analyser et résoudre des problèmes systémiques, ressent un appel à contribuer à un changement plus fondamental et spirituel, et donc amorce une transition vers turquoise. En résumé, le niveau jaune représente un saut quantique dans l'évolution de la conscience humaine. Il offre des outils puissants pour naviguer dans un monde complexe et interconnecté. Cependant, sa véritable force réside dans sa capacité à intégrer les perspectives précédentes tout en ouvrant la voie à des solutions innovantes et durables. C'est un niveau qui incarne pleinement l'idée de transcender et inclure, un principe fondamental de la spirale dynamique. Enfin, dernier niveau, le niveau turquoise, donc, représente le sommet actuel de la spirale dynamique. Ce niveau est à la fois rare et fascinant car il symbolise une intégration complète de tous les niveaux précédents tout en introduisant une conscience spirituelle profonde et une compréhension globale de l'existence. Turquoise ne se contente pas de comprendre le monde à travers des systèmes complexes comme jaune, mais perçoit également l'unité fondamentale qui relie toutes choses, transcendant les distinctions traditionnelles entre l'individu, la société et l'univers. Les individus et les systèmes opérant à ce niveau incarnent une perspective holistique où la notion d'interconnexion n'est plus seulement intellectuelle mais pleinement vécue. Turquoise valorise une harmonie universelle et cherche des solutions qui servent l'ensemble de l'humanité et de la planète au-delà des intérêts individuels ou nationaux.
Les caractéristiques clés de ce niveau turquoise sont une unité globale, donc turquoise voit le monde comme un grand tout interconnecté où chaque élément joue un rôle dans le fonctionnement harmonieux de l'ensemble. La séparation entre soi et autrui ou entre les systèmes et les individus s'estompe. Ensuite, une vision spirituelle intégrée. Contrairement aux spiritualités fragmentées des niveaux précédents, bleu dogmatique ou vert relativiste, turquoise adopte une spiritualité incarnée qui unifie les différentes dimensions de l'être humain, physique, mental, émotionnel et spirituel. Ensuite, une approche collaborative et inclusive. Les solutions émergent d'un effort collectif où chaque voix est écoutée, mais où l'objectif final transcende les besoins individuels pour répondre aux enjeux globaux. Et enfin, dernière caractéristique, une action en faveur de l'ensemble. Turquoise se concentre sur des actions qui bénéficient à la planète, aux sociétés et aux individus dans leur ensemble, tout en respectant les équilibres naturels. Pour ce qui est de te trouver des exemples historiques et sociaux, eh bien figure-toi que c'est pas si simple non plus, puisque ce niveau est rarement atteint, à l'échelle individuelle ou collective, mais on peut observer des indices de conscience turquoise dans certains mouvements ou figures historiques qui ont cherché à unir l'humanité autour d'une cause universelle. Par exemple, Gandhi incarne plusieurs aspects de turquoise, notamment sa capacité à mobiliser des masses pour une cause universelle tout en adoptant une approche non violente, enracinée dans une vision spirituelle de l'unité. De manière plus contemporaine, les initiatives internationales telles que les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui visent à résoudre des problèmes mondiaux comme la pauvreté, les inégalités et le changement climatique, reflètent des dynamiques turquoises. Ces projets s'appuient sur une compréhension systémique et globale des différents enjeux. D'autres figures possibles qui peuvent servir d'exemple pourraient être des leaders spirituels modernes tels que, alors je suis désolée, je vais écorcher son nom, c'est une obligation, Thich Nhat Hanh ou le Dalai Lama, dont les enseignements transcendent les divisions culturelles et religieuses. Eh bien, ces personnes incarnent également des valeurs turquoises. Au niveau turquoise, l'individu ne se voit plus comme une entité séparée, mais comme une partie intégrante d'un tout plus vaste. Cette conscience s'accompagne d'une profonde humilité et d'un détachement vis-à-vis des ambitions personnelles. Les motivations ne sont plus dictées par le besoin de reconnaissance ou de validation, mais par un désir sincère de contribuer au bien commun. Turquoise favorise également une présence authentique dans le moment présent, où l'être humain agit non pas par obligation ou pression, mais en résonance avec les besoins réels de son environnement. Cette posture engendre une sérénité intérieure qui se reflète dans les interactions avec les autres. À nouveau, je te donne quelques exemples concrets. Au niveau des organisations, les entreprises opérant selon des principes turquoises sont rares, mais elles existent. Ces structures adoptent souvent des modèles de gouvernance holacratique ou participative où chaque membre contribue de manière équilibrée au succès de l'ensemble. Un exemple pourrait être certaines communautés écologiques ou coopératives mondiales. Dans le cadre de projets environnementaux, par exemple, les initiatives de reforestation mondiale comme le projet Trillion Trees incarnent une vision turquoise. Ces programmes ne se limitent pas à un pays ou à une région, mais s'attaquent à des enjeux planétaires en engageant des acteurs de tous horizons. Et enfin, dans le domaine du leadership spirituel, les leaders qui transcendent les frontières culturelles et religieuses pour promouvoir une unité globale, comme Desmond Tutu ou Nelson Mandela par exemple, reflètent des qualités turquoises, bien que ces figures puissent également intégrer des éléments de niveau précédent. Et bien sûr, lui aussi a ses propres limites. Bien que turquoise soit perçu comme un niveau d'harmonie, il n'est pas exempt de défis. L'un des principaux obstacles, c'est l'isolement. Les individus opérant à ce niveau se retrouvent souvent déconnectés de la majorité de la population, encore ancrés dans des niveaux inférieurs. Cela peut engendrer une sensation d'incompréhension et donc aussi de solitude. Un autre défi est la difficulté d'implémentation. Bien que turquoise ait une vision claire et intégrée des problèmes globaux, transformer cette vision en action concrète nécessite de naviguer à travers des systèmes politiques, économiques et sociaux, souvent dominés par des dynamiques orange ou bleu. La transition vers turquoise se produit lorsqu'un individu ou un groupe au niveau jaune atteint les limites de la compréhension intellectuelle et systémique. Jaune, bien qu'extrêmement avancé, peut se heurter à une certaine froideur dans son analyse. Turquoise vient donc apporter une dimension émotionnelle et spirituelle qui complète cette approche.
Par exemple, un scientifique opérant à un niveau jaune pourrait, après des années de recherche sur les écosystèmes, ressentir une connexion spirituelle profonde avec la nature, amorçant ainsi une transition vers turquoise. En résumé, le niveau turquoise est un stade rare mais essentiel dans l'évolution de la conscience humaine. Il offre une perspective d'unité globale et une compréhension intégrée des systèmes et des relations. Bien qu'il soit difficile à atteindre et encore plus difficile à maintenir, turquoise représente une lueur d'espoir pour résoudre les défis mondiaux les plus complexes. En transcendant les limitations des niveaux précédents, ce niveau invite chacun à embrasser une vision holistique et durable du monde. Donc voilà, on a fait le tour des 8 niveaux. En parcourant ces différents niveaux de la spirale dynamique, nous avons découvert les différentes facettes de l'évolution humaine, à la fois sur le plan individuel et collectif. Chaque niveau apporte une perspective unique, façonnée par les circonstances, les besoins et les aspirations spécifiques de son époque ou de son contexte. De la survie brute du beige à l'unité globale du turquoise, cette progression illustre non seulement la complexité croissante de nos systèmes de valeurs, mais aussi la manière dont ces niveaux se construisent les uns sur les autres. Ce modèle nous invite à reconnaître que chaque étape est nécessaire et précieuse. Les niveaux ne sont pas des jugements de valeur, mais des points d'ancrage qui permettent à la conscience humaine de grandir et de s'adapter. Que ce soit dans nos vies personnelles ou dans les structures sociales, la spirale dynamique offre une carte précieuse pour naviguer à travers les défis du changement et de la transformation. En comprenant ces niveaux, nous pouvons mieux appréhender non seulement nos propres comportements, mais aussi ceux des autres, favorisant ainsi l'empathie, la coopération et l'inclusion. Cette exploration constitue un point de départ essentiel pour aborder les applications concrètes de la spirale dynamique dans le quotidien que nous approfondirons donc dans la prochaine partie. Je pense que tu le devines, la spirale dynamique ne se limite pas à une simple description des niveaux de conscience. Elle offre également des enseignements précieux sur la manière dont les individus et les sociétés évoluent. Cette partie donc que nous allons attaquer ensemble explore les leçons clés que cette théorie peut nous apporter tant sur le plan individuel que collectif, en mettant en lumière des applications pratiques et des réflexions philosophiques. Ces leçons nous aident à naviguer dans un monde complexe où les interactions entre les différents niveaux de conscience sont souvent source de conflits, mais aussi de transformation. C'est parti. Une première leçon essentielle de la spirale dynamique est que chaque niveau de conscience est valable et nécessaire à un moment donné. Chaque étape représente une réponse adaptative à un ensemble de défis spécifiques. Par exemple, le niveau beige est vital dans des contextes de survie extrême, tandis que le niveau orange est crucial pour stimuler l'innovation et le progrès technologique. Cette compréhension nous invite à dépasser les jugements de valeur souvent associés à ces différents niveaux. Prenons l'exemple des débats contemporains sur le développement durable. Les tensions entre les partisans du progrès économique, donc niveau orange, et les défenseurs de l'environnement, donc niveau vert, illustrent la coexistence de priorités différentes. Plutôt que de voir ces perspectives comme opposées, la spirale dynamique nous enseigne à les considérer comme complémentaires, chacune ayant un rôle à jouer dans l'équilibre global. Dans une organisation, par exemple, comprendre que chaque employé peut opérer à un niveau de conscience différent permet de mieux gérer les conflits. Par exemple, un manager au niveau bleu peut privilégier la discipline et les procédures, tandis qu'un collaborateur au niveau orange peut chercher davantage d'autonomie et de reconnaissance individuelle. Une prise en compte de ces dynamiques permettrait d'harmoniser les relations professionnelles. Un autre enseignement majeur est que la transition d'un niveau à un autre est rarement fluide. Ces transitions impliquent souvent des résistances puisqu'elles remettent en question des croyances profondément ancrées. Par exemple, le passage du niveau bleu au niveau orange nécessite d'abandonner une certaine rigidité pour embrasser l'incertitude et la prise de risque. Cela peut être particulièrement difficile pour des individus ou des organisations fortement attachés à des traditions ou des hiérarchies bien établies. Par exemple, lorsqu'une entreprise décide d'abandonner une structure hiérarchique stricte, donc bleue, pour adopter un modèle agile et décentralisé, jaune, elle peut rencontrer une forte opposition de la part des employés, habitués à des rôles bien définis. Pour surmonter ces résistances, il est crucial de communiquer clairement les bénéfices de la transition et de fournir un accompagnement adapté. Ces différentes résistances nous rappellent que l'évolution est un processus intrinsèquement inconfortable. Elle nécessite une remise en question de ce que nous croyons être vrai et stable.
la spirale dynamique nous invite à accueillir ces moments de chaos comme des opportunités de croissance et de transformation. Une autre idée centrale de la spirale dynamique est que chaque niveau a une valeur intrinsèque, mais aucun n'est suffisant à lui seul. Les niveaux supérieurs intègrent les forces des niveaux inférieurs tout en transcendant leurs limitations. Cette approche d'inclusion et d'intégration est particulièrement pertinente dans un monde où les différences culturelles, sociales et économiques sont de plus en plus visibles. Par exemple, les initiatives de développement international doivent souvent naviguer entre des communautés opérant à des niveaux très différents. Par exemple, une ONG qui travaille dans une région rurale, niveau violet, peut avoir du mal à introduire des technologies modernes, niveau orange, sans tenir compte des traditions locales. Une approche intégrative qui respecte les croyances locales tout en introduisant progressivement des changements est essentielle pour garantir le succès à long terme. Sur le plan individuel, cette leçon nous invite à reconnaître et à accepter les différentes facettes de notre propre conscience. Par exemple, une personne peut adopter un mode de pensée vert dans ses relations personnelles tout en opérant à un niveau orange dans sa carrière. Plutôt que de considérer ces différences comme contradictoires, la spirale dynamique nous encourage à les voir comme des aspects complémentaires de notre identité. Ensuite, la spirale dynamique montre également que l'évolution n'est pas linéaire mais cyclique. Les individus et les sociétés peuvent régresser temporairement vers des niveaux inférieurs en réponse à des crises ou à des défis. Cette régression n'est pas un échec, mais une stratégie adaptative intelligente pour retrouver une stabilité. Je te donne quelques exemples historiques. Pendant la Grande Dépression, de nombreuses sociétés industrialisées, donc niveau orange, sont retournées à des structures plus centralisées et protectionnistes, donc de niveau bleu, pour gérer les effets de la crise économique. Ce retour temporaire à des valeurs plus conservatrices a permis de reconstruire les bases nécessaires à une reprise progressive. Une leçon pour aujourd'hui serait que dans un monde marqué par des crises multiples, climatiques, économiques, sanitaires, il est essentiel de comprendre que ces régressions ne sont pas permanentes. Elles font partie d'un processus plus large d'adaptation et de transformation. La spirale dynamique nous enseigne ici à voir ces cycles avec patience et optimisme. Enfin, la spirale dynamique met en avant l'importance de la flexibilité cognitive. Chaque niveau de conscience a ses forces et ses limites et aucune perspective unique ne peut répondre à tous les défis. La capacité à naviguer entre les niveaux et à adopter différentes perspectives en fonction des besoins est une compétence essentielle et une compétence clé dans un monde complexe. À un niveau personnel, par exemple, un parent peut avoir besoin d'opérer au niveau bleu pour établir des règles claires avec ses enfants, tout en adoptant un mode de pensée vert pour encourager leur créativité et leur épanouissement émotionnel. Cette capacité à passer d'un niveau à l'autre en fonction du contexte est ce qui permet de répondre de manière efficace et équilibrée aux défis de la vie quotidienne. Si tu veux un exemple organisationnel, une entreprise qui adopte une culture d'apprentissage continu, donc niveau jaune, peut mieux répondre aux évolutions rapides du marché. En intégrant les perspectives des niveaux inférieurs, elle peut également maintenir une stabilité tout en innovant. Donc, les leçons de la spirale dynamique sont profondément riches et applicables à de nombreux aspects de la vie. Elles nous rappellent que l'évolution de la conscience n'est pas une compétition pour atteindre un niveau prétendument supérieur, mais un voyage d'intégration et de compréhension. En reconnaissant la valeur de chaque niveau, en acceptant les résistances et les régressions, et en cultivant une flexibilité cognitive, nous pouvons naviguer avec sagesse dans un monde en constante transformation. La spirale dynamique nous invite à voir la diversité des niveaux de conscience non pas comme une source de division, mais comme une opportunité de collaboration et de croissance. En adoptant cette perspective, nous pouvons non seulement évoluer en tant qu'individus, mais aussi contribuer à la création d'un monde plus harmonieux et inclusif. La spirale dynamique n'est donc pas seulement un modèle théorique fascinant, c'est un véritable miroir de l'évolution humaine, un outil puissant pour comprendre les dynamiques à l'œuvre en nous et autour de nous. Alors que nous arrivons à la fin de cet épisode, j'aimerais vous inviter à prendre un moment pour intégrer ce que nous venons d'explorer ensemble. Prenons le temps de relier ces différents concepts à votre vie personnelle et au contexte qui vous entoure.
Ce modèle n'est pas linéaire, il n'impose pas une progression unique ou obligatoire. La spirale dynamique reflète plutôt la manière dont nous oscillons entre différents niveaux de conscience en fonction de nos expériences, de nos besoins et des pressions extérieures. Chaque niveau a une pertinence, une légitimité et surtout une raison d'être. Aucun n'est meilleur qu'un autre et chaque transition apporte à la fois des opportunités et des défis. Pensez par exemple à des moments où vous êtes peut-être revenu à un état beige pour vous concentrer sur vos besoins fondamentaux ou où vous avez adopté une mentalité orange pour atteindre un objectif personnel. Cette flexibilité est une force, pas une faiblesse. La croissance n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. L'une des plus grandes leçons de la spirale dynamique est qu'elle nous offre des clés pour naviguer dans nos relations et nos interactions sociales. Chaque jour, nous croisons des personnes qui opèrent à différents niveaux de la spirale. Comprendre leurs motivations, leurs peurs et leurs aspirations à travers ce modèle peut éventuellement éviter de nombreux conflits et malentendus. Par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un qui valorise avant tout la structure et l'ordre, vous pourrez reconnaître une dynamique bleue et adapter votre manière de communiquer. Si vous rencontrez une personne en pleine quête de sens, vous saurez qu'elle explore peut-être un espace vert. Cette compréhension est une invitation à la bienveillance et à l'empathie. De manière personnelle, la spirale peut également devenir une boussole pour vos choix. Vous pourriez vous demander dans quel niveau suis-je actuellement ? Est-ce que ce niveau me sert encore ou est-ce que je ressens le besoin d'évoluer ? Ces questions ne cherchent pas à vous presser ou à vous juger, loin de là, mais à créer un espace d'exploration et de possibilités. Un autre point clé de la spirale dynamique est l'équilibre subtil entre les besoins individuels et les aspirations collectives. Chaque niveau oscille entre ces deux polarités. Par exemple, beige et rouge mettent l'accent sur la survie et l'affirmation individuelle, tandis que violet, bleu et vert valorisent les liens communautaires et les systèmes collectifs. Ce va-et-vient résonne fortement avec nos vies modernes. Dans un monde de plus en plus globalisé, nous sommes souvent confrontés à des dilemmes. Comment concilier notre quête personnelle de réalisation avec notre responsabilité envers les autres ? La spirale dynamique ne donne pas de réponse préconçue, mais elle fournit un cadre pour poser les bonnes questions. Et la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Enfin, j'aimerais souligner que la spirale dynamique n'est pas qu'un outil de compréhension, c'est aussi un puissant levier de transformation. En reconnaissant les niveaux où nous nous trouvons, nous pouvons identifier les blocages qui nous retiennent et les opportunités qui nous attendent. Chaque niveau est une passerelle vers une conscience plus large et plus intégrée. Imaginez par exemple que vous ressentez une frustration croissante dans votre vie personnelle. Peut-être que cette frustration vient d'une déconnexion entre vos valeurs actuelles et celles du niveau dans lequel vous évoluez. Peut-être avez-vous besoin de plus de sens, d'autonomie ou d'impact collectif. La spirale dynamique vous invite à explorer ces pistes avec curiosité et intention. En conclusion, la spirale dynamique nous rappelle que l'évolution humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, est un processus continu. Ce voyage n'a pas de destination finale. Il ne s'agit pas d'atteindre un niveau élevé pour y rester figé, mais d'embrasser le mouvement perpétuel de la vie. Chaque retour, chaque avancée, chaque transition fait partie de notre histoire. Je vous encourage donc à continuer ce voyage avec une ouverture d'esprit et un cœur curieux. Explorez les niveaux, questionnez vos choix et surtout cultivez la compassion envers vous-même et envers les autres. La spirale dynamique est une invitation à voir le monde sous un nouvel angle, à comprendre ses nuances et à avancer avec sagesse et équilibre. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce long moment avec moi. Si cet épisode vous a inspiré et si vous avez des réflexions à partager, je serais ravie de les entendre. Ensemble, continuons à explorer, à apprendre et à grandir. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voie t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir.
Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.